Le 14 mars 1945, à 14h32, le soldat Karl Webb dit au capitaine Mercer qu'il pouvait briser le siège allemand en utilisant la même méthode que lorsqu'il chassait le sanglier sauvage dans les collines du Tennessee, seule la nuit, avec rien d'autre qu'un pistolet. Mercer répondit que c'était la chose la plus insensée qu'il ait entendue en 3 ans de guerre. 2 sergents rirent. L'un d'eux dit qu'un pistolet contre 150 Allemands, c'était du suicide. Webb répondit qu'il le savait, mais qu'il chassait des sangliers de 150 kilos au pistolet dans la forêt du Tennessee en pleine nuit depuis l'âge de 16 ans. L'animal était plus rapide que n'importe quel soldat allemand, plus difficile à arrêter, et il fonçait droit sur vous. Il avait appris quelque chose en chassant le sanglier que personne dans ce peloton le comprenait. Quand on est encerclé et en infériorité, la seule issue, c'est de passer à travers. Mercer avait 30 hommes piégés dans un bâtiment tenu par les Allemands, sans ravitaillement en munitions, sans contact radio, avec les Allemands qui se resserraient sur 3 côtés. Il regarda Webb, regarda le pistolet à sa hanche, et lui demanda ce qu'il avait exactement en tête. Webb dit qu'il avait besoin de la nuit, de 30 minutes, et que tout le monde reste silencieux. Mercer lui accorda les 3. Ce qui se passa entre 22h et 22h14 le 14 mars 1945, c'est la raison pour laquelle l'armée commença à regarder d'un œil très différent les hommes qui chassaient seuls la nuit. Karl Webb avait grandi dans le comté de Polk, dans le Tennessee, un pays de montagnes, de forêts denses, de ravins escarpés, le genre de terrain où l'on pouvait s'éloigner de 50 mètres d'un sentier et disparaître complètement. Son père exploitait une petite ferme sur les versants est, à la lisière d'une forêt qui s'étendait sans interruption sur 20 km dans les collines. Les sangliers sauvages posaient problème. Des bêtes d'élevage européennes, relâchées par un domaine de chasse plusieurs décennies auparavant, s'étaient ensauvagées et s'étaient répandues dans les Appalaches méridionales. Un mâle adulte, pesait entre 115 et 160 kg, portait des défenses capables de déchirer un poteau de clôture en bois, agressif, rapide, pratiquement impossible à pister dans les broussailles épaisses, et sans aucune crainte des humains. La plupart des fermiers faisaient appel à des chasseurs avec des chiens et des fusils. Le père de Webb, lui, sortait seul la nuit avec un Colt 1911. Les chiens faisaient trop de bruit. Les fusils étaient inutiles dans une forêt obscure où les arbres étaient serrés. Le pistolet était le bon outil. Courte distance, rapidité, 1 ou 2 balles si l'on savait où les placer. Il commença à emmener Karl à 16 ans. La première leçon portait sur l'obscurité. La plupart des gens avaient peur de la forêt nocturne et cela se voyait. Ils se déplaçaient avec trop de précautions, trop lentement. Ils hésitaient. Le sanglier entendait cette hésitation. Il sentait l'adrénaline que dégageait la peur. Son père disait qu'il fallait se déplacer dans l'obscurité exactement comme en plein jour. Même allure, même assurance, même attention à ce que les pieds vous disaient sur le terrain. L'obscurité n'était pas l'ennemi, l'hésitation, si. La deuxième leçon portait sur le son. Un sanglier dans les broussailles épaisses produisait des bruits bien précis, fouissements, respirations, grognements occasionnels. Il fallait apprendre à distinguer ces sons du vent dans les feuilles, des petits animaux, des branches qui craquaient. Il fallait localiser exactement où se trouvait l'animal avant de réduire la distance. On ne s'avançait jamais vers un son qu'on n'avait pas identifié. La troisième leçon était la plus difficile. Quand on trouvait un sanglier à courte distance dans l'obscurité et qu'il se retournait vers vous, chaque instinct criait de fuir. Fuir était une erreur. Fuir déclenchait la poursuite. Il fallait tenir sa position, attendre que l'animal s'engage dans sa direction de charge, s'écarter au dernier moment et poser le pistolet derrière son oreille à bout portant. Une seule balle. Si vous fuyiez, il vous rattrapait. Si vous teniez et attendiez, si vous bougiez au bon moment, il mourrait. Karl passa 3 ans à apprendre cela, avant que son père lui fasse confiance pour partir seul. La première fois, il avait 19 ans. Il localisa un sanglier au son dans les broussailles épaisses, réduisit la distance dans l'obscurité jusqu'à 2,50 m avant que l'animal le flairât, tint sa position lorsqu'il chargea, fit un pas sur la gauche, tira une fois. Le sanglier s'effondra à 1,20 m de l'endroit où il s'était tenu. Il rentra à la maison, nettoya le pistolet, alla se coucher.
Son père lui demanda au petit déjeuner comment ça s'était passé. Karl dit « Bien ». Son père hocha la tête et retourna à ses œufs. À 22 ans, Karl avait tué 14 sangliers seul la nuit. Jamais plus de 2 balles par animal. Une fois avec une seule balle à moins d'1 mètre dans l'obscurité totale. Pur son et pure synchronisation. Son père dit que c'était le meilleur tir dont il avait jamais entendu parler. Karl dit que ce n'était pas une question d'adresse. C'était juste savoir où l'animal serait au moment où il s'engagerait. Pearl Harbor survint en décembre 1941. Karl s'engagea en février 1942. À l'épreuve de qualification au pistolet, l'instructeur présenta la technique standard. Prise à 2 mains, position carrée, cible silhouette à 5 mètres. Karl décrocha l'expert sans effort. L'instructeur lui demanda sa formation. Karl dit qu'il chassait le sanglier dans le Tennessee avec un pistolet. L'instructeur dit que c'était inhabituel et passa à autre chose. En mars 1945, Karl servait dans la compagnie Dog, 35e division d'infanterie, combattant à travers l'ouest de l'Allemagne. Combat urbain, lent et épuisant, rue par rue, bâtiment par bâtiment. Le 14 mars, une contre-attaque allemande frappa simultanément sur 2 directions. 2 escouades furent coupées et refoulées dans un grand entrepôt en pierre à l'angle d'un pâté de maison. Mercer compta ses hommes. 30 Américains à l'intérieur, des Allemands à l'extérieur sur 3 côtés. Le 4e côté couvert par une mitrailleuse. Aucune issue. Pas de radio. L'opérateur avait été touché dans les premières secondes. Pas de ravitaillement possible parce que personne ne savait où il se trouvait. À 14h32, après que Mercer eut écarté toutes les options conventionnelles, Webb lui parla du sanglier, de l'obscurité, d'y aller seul. La mitrailleuse sur le 4e côté était la clé. La neutraliser. Le 4e côté s'ouvrait. 30 Américains pouvaient passer par cette ouverture dans l'obscurité avant que les Allemands sur les 3 autres côtés puissent réagir. Mais quelqu'un devait atteindre la mitrailleuse en premier, dans l'obscurité, seul. Webb dit qu'il avait chassé dans un terrain bien plus dense qu'une rue allemande. Un sanglier avait de meilleurs sens que n'importe quel soldat. S'il pouvait s'approcher à 2,50 m d'un sanglier dans la forêt obscure sans être détecté, il pouvait s'approcher à portée de grenade d'une mitrailleuse dans une rue sombre. Mercer le regarda longuement, puis lui accorda la nuit et 30 minutes. À 22 heures, le bâtiment était silencieux. Chaque Américain à l'intérieur avait reçu la consigne. Aucun mouvement, aucun bruit, rien. Webb sortit par une fenêtre du rez-de-chaussée côté nord. Colt 1911, 4 grenades, couteau kabar, pas de fusil. Le fusil n'était pas adapté au travail. Dehors, il resta immobile pendant 90 secondes avant de bouger, à écouter. Des voix allemandes à l'est, à 12 mètres derrière des décombres. 2 hommes qui parlaient, pas en alerte. Des voix allemandes à l'ouest, position différente, conversation différente. La mitrailleuse au sud, pas de voix, juste le bruit occasionnel du métal. Quelqu'un déplaçait l'arme, ajustait le trépied. 2 hommes, peut-être 3 à la pièce. Il se déplaça le long du mur nord, restant bas, une main sur la pierre, les pieds tâtant le sol avant chaque pas. Même allure qu'en plein jour, même assurance. L'obscurité n'était pas l'ennemi. Il atteignit l'angle où le mur nord rejoignait le mur est, tourna vers le sud dans l'allée entre les bâtiments, 1,20 m de large, invisible à 3 mètres. Il progressa jusqu'à l'extrémité sud, là où la pièce couvrait la rue. Il l'entendit avant de la voir. La bande de munitions se déplaça quand un tireur se pencha en avant. Il s'arrêta, écouta. 2 hommes à la pièce, un 3e légèrement en retrait sur la gauche, à 3,60 m. C'était le sanglier à 2,50 m. Même instant, même calcul. Où seront-ils quand ils s'engageront? Il dégoupilla la grenade, la tint 3 secondes, et la posa à l'angle du bâtiment, à la base du mur. Pas lancé, posé. Fit 2 pas en arrière, attendit 1 seconde. L'explosion dans la rue étroite fut dévastatrice à cette distance. L'équipe de la mitrailleuse prit la pleine force du souffle. Webb était déjà en mouvement, pistolet levé avant que l'écho se dissipe. Un Allemand à terre, immobile. Un 2e blessé, qui relevait une arme. Webb tira 1 fois.
Il tomba. Le troisième s'était jeté à plat et rampait pour s'éloigner. Webb couvrit la distance en 3 enjambées, utilisa le cabar, ne fit aucun bruit. 30 secondes de la grenade au silence. Il tira 2 coups en l'air en direction de la position allemande est, pour attirer l'attention là-bas, pour créer la confusion sur l'origine de l'explosion, puis retourna dans l'allée et remonta vers le nord. Les voix allemandes qui avaient été calmes étaient maintenant pressantes, interrogatives, regardant vers l'est et le sud, pas vers le nord, pas vers l'allée où Webb se déplaçait. Il atteignit la fenêtre nord à 22h14, 14 minutes. Mercer se tenait de l'autre côté, regarda Webb, regarda le sang sur le cabar, garda le silence un moment, puis dit que le côté sud venait de se taire. Webb dit oui. Mercer demanda combien. Webb dit 3 à la pièce. Mercer ordonna au peloton de bouger immédiatement. La compagnie Dog sortit par le côté sud à 22h. 30 Américains par la brèche en 90 secondes. 4 pâtés de maison plus loin et derrière les lignes américaines avant que les Allemands comprennent ce qui s'était passé. 0 perte. Webb participa à 4 autres actions nocturnes en solo avant la capitulation allemande. Un point de blocage le 19 mars. Un nid de mitrailleuse le 24 mars. Un poste d'observation avancé le 2 avril. Un poste de tireur d'élite dans une église en ruine le 11 avril. Chaque fois la même méthode. Obscurité, son, patience. Le pistolet, le cabar et les grenades. Chaque fois permettant à une compagnie de progresser là où elle était bloquée. Il ne fut jamais blessé. Dans l'obscurité, il était difficile à localiser et presque impossible à entendre. On ne peut pas contrer une menace qu'on ne détecte pas. Les rapports d'action pour les 5 missions utilisaient un langage similaire. Position approchée de nuit, neutralisée à courte distance, progression permise. Un langage sec et militaire qui ne décrivait pas ce que cela avait vraiment l'air d'être. Un homme du comté de Polk se déplaçant dans des rues allemandes de la même façon qu'il se déplaçait dans la forêt du Tennessee, avec la même patience, la même lecture des sons, le même timing à la dernière seconde que 14 sangliers lui avaient enseigné avant la guerre. Webb rentra dans le comté de Polk en octobre 1945. Retour à la ferme, retour à la forêt. Les sangliers étaient toujours là, à fouiller les champs, à briser les clôtures. Webb continuait à les chasser de la même façon, seul la nuit, avec le pistolet. Il ne parla jamais de l'Allemagne. Quand on lui posait la question directement, il répondait « Infanterie en Europe, rentrez ». Il n'expliquait pas ce qu'avait été seul la nuit dans une ville allemande, parce que cela ressemblait exactement à seul la nuit dans la forêt du Tennessee, et personne ne comprendrait sans avoir fait les deux. En 1979, un historien militaire retrouva le rapport de Mercer et retrouva la trace de Webb dans le comté de Polk. Il avait 61 ans, cultivait toujours sa terre, chassait toujours. L'historien lui posa des questions sur le 14 mars. Webb dit que ce n'était pas compliqué. La rue était sombre, les Allemands ne savaient pas quoi écouter. Lui savait exactement quoi écouter. La mitrailleuse lui avait donné les informations dont il avait besoin. Le bruit de la bande qui se déplaçait, la position de l'équipe, le troisième homme légèrement en retrait sur la gauche. Il avait réduit la distance comme il le faisait avec le sanglier, patiemment. Puis il avait réglé ça rapidement. L'historien lui demanda quelle avait été la partie la plus difficile. Webb dit « Attendre les 90 secondes, dehors sous la fenêtre au début. Une fois qu'il était en mouvement, ça allait. L'attente était toujours la partie difficile. » Son père avait dit la même chose à propos de la forêt. Avant de bouger, il fallait être complètement immobile et complètement sûr. La plupart des gens ne supportaient pas cette immobilité. Ils bougeaient avant d'être prêts, et le sanglier les entendait, et ils rentraient bredouille. Webb avait appris à supporter l'immobilité. C'était ça, le savoir-faire. Tout le reste en découlait. Carl Webb mourut en 2004 à l'âge de 86 ans. Son avis de décès mentionnait la ferme, sa famille et son service militaire en Europe. Pas le 14 mars 1945, pas la mitrailleuse, pas les 14 minutes, pas les 30 Américains qui sortirent d'un bâtiment encerclé parce qu'un seul homme avec un pistolet entra le premier dans l'obscurité.
Son fils trouva le Colt 1911 dans un tiroir de son atelier après sa mort, propre, huilé, parfaitement fonctionnel. À côté, une boîte de munitions 45 ACP à moitié vide. Aucune note, aucune explication. Le pistolet était le même qu'il avait porté en Allemagne. Il l'avait gardé chargé dans ce tiroir pendant 59 ans. Son fils en fit don au Tennessee Military Museum de Nashville. La plaque mentionne son service et ses origines dans le comté de Polk. Elle n'explique pas pourquoi un pistolet de ferme s'est retrouvé dans un musée militaire. Mais les hommes qui connaissent la forêt nocturne, la courte distance et la patience avant le mouvement, eux s'arrêtent devant cette vitrine, lisent la plaque et comprennent sans avoir besoin d'explication. L'obscurité n'est pas l'ennemi. L'hésitation, si.